Voyage en récit Claudia Squitieri et Geoffroy Scrive. Eh bien, merci beaucoup Claudia de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit. Nous sommes ici à Paris, mais je sais que vous habitez Nemours, je crois. En tout cas, nous allons parler de Nemours dans cette émission parce que c'est le lieu de cette fondation, Fondazione Cardinal. C'est une fondation liée, évidemment, à l'activité qu'a eue votre mère, l'actrice Claudia Cardinal, née en 1938. Nous n'allons pas citer ici tous les films dans lesquels elle a pu tourner, ce serait beaucoup trop long dans le cadre de cette émission. Mais la fondation, donc, j'ai retenu qu'il y avait 4 points. L'accompagnement à la production d'artistes, la programmation, lier des territoires, parce que vous vous inscrivez dans ce territoire de Nemours, donc de la Seine-et-Marne. Du sud Seine-et-Marne. Du sud Seine-et-Marne, précisément. Et il y a aussi l'ouverture à la jeune génération, donc des artistes, pour leur création. Aujourd'hui... Oui. Et tout ça s'entremêle aussi. Ce ne sont pas que des chapitres fermés, oui. Depuis quand la fondation existe-t-elle? La Fondazione. Et quels sont vos axes de création aujourd'hui? Alors, il a été notre souhait, à ma mère et moi, de faire quelque chose qui puisse perdurer dans le temps et créer un passage de relais quelque part entre elle et moi, principalement. Mais après, ça s'est ouvert parce que je ne suis pas seule à travailler à la Fondazione et je travaille avec Perrine Gameau, qui est ma collaboratrice, et puis d'autres personnes aussi. Et du coup, c'est parti d'une envie c'est vrai que quand on a eu une carrière comme ma mère, mais aussi, surtout, la Fondazione, elle a voulu prendre en exemple pas tellement... elle n'est pas là pour faire l'éloge de sa carrière, elle est là plutôt pour prendre le relais sur celles et ceux qui ont été les points qu'elle a défendus pendant sa vie, avec évidemment un pont vers moi, puisque c'est une fondation commune quelque part, enfin c'est moi qui la dirige avec Perrine Gameau. Donc il a été question, voilà, de dire qu'est-ce que de cette mère, au-delà du personnage public, qu'est-ce que moi j'avais envie de continuer aussi. Et comme on le sait, il y a pas mal d'enjeux qui nécessitent un passage transgénérationnel, comme par exemple la défense des droits des femmes. Maman a été dès 2003, je crois, ou 2001, et encore aujourd'hui ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour la défense des droits des femmes et des jeunes filles. C'est évidemment un sujet qui, moi, m'interpelle et me parle fortement et qui m'a été aussi transmis par la femme que ma mère est et qu'elle a été. Donc, il y avait cette envie de prolonger dans le temps ce discours, comme par ailleurs aussi son engagement envers l'environnement. Elle est encore aujourd'hui présidente honoraire de Green Cross, qui est une organisation, une ONG à la défense de l'environnement qui a été créée par Gorbatchev il y a des années. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu qui est transgénérationnel, évidemment. Et puis tout ça, enfin toucher des enjeux aujourd'hui qui sont ceux-là, mais à l'intérieur de celle qui est le pont entre ma mère et moi, c'est-à-dire l'art. Ma mère, elle représente une certaine idée de culture, par le biais de ses films, par le biais aussi de son lien à la littérature, à l'écriture, parce que au temps où elle a beaucoup travaillé en Italie, notamment dans les années 60, il y avait une littérature derrière beaucoup des films, ou beaucoup de scénaristes qui étaient aussi écrivains. Donc, et puis ma mère a aussi beaucoup aidé des jeunes réalisateurs à réaliser leurs premiers films. Elle a toujours été très à l'écoute des jeunes. Donc, il était question, voilà, d'être dans quelque chose d'assez fluide, et pas littéral au sens de ce qu'elle on n'a pas les moyens d'être une maison de production pour produire les films de jeunes metteurs en scène, mais par contre mon parcours à moi, qui au contraire, moi je suis historienne de l'art de formation, c'est le milieu dans lequel j'ai travaillé. Et puis j'ai un pied aussi dans la création contemporaine, dans laquelle j'ai aussi fait de l'organisation d'événements par le passé, etc. Donc le pont, il a été à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de la création de manière plus ample que juste un film ou le travail cinématographique. Et donc d'emmener un certain message porteur, plus que de messages, disons, d'identité, c'est-à-dire on essaye à la Fondazione d'intégrer naturellement, j'ai envie de dire, une attention envers des moyens de production qui soient sustainable, qui soient
léger d'impact. Donc travailler aussi beaucoup sur le territoire de manière simple, avec des éléments simples, avec peu de déplacements. Mais c'est pas vraiment l'idée d'en faire c'est plus à l'intérieur du processus que ces choses-là sont intégrées, de la même manière où avec Perrine Gamot on est très attentive au travail féminin des artistes féminines, ce qui n'exclut en aucun cas des hommes à ce projet, mais qui nous rend plutôt attentive en tout cas à la défense ou à donner la place ou plus de place ou une place. On participe à quelque chose évidemment qui est plus grand que juste la Fondation, mais à notre échelle on essaye de faire de la place à des personnes qui nous touchent, et je pense qu'aujourd'hui nos identités elles ont été aussi transformées par ces enjeux qui sont en cours, donc on peut pas faire semblant de ne pas les entendre, et donc la création quelque part elle les englobe, mais c'est pas on n'est pas là pour faire des œuvres environnementales d'un point de vue strictement littéral, c'est plus aussi dans la production, dans la manière de la sensibilité des êtres et dans la manière où la production va être pensée. Aujourd'hui, ça fait quelques années donc qu'on a fait ce choix de nous délocaliser de Paris, choix multiple parce que c'était à la fois l'envie, le besoin qui est né d'ailleurs avant quand même le confinement, donc oui. Une sorte de pré-confinement. À Nemours donc. Oui, de partir de Paris. Il y a eu la rencontre avec une maison, parce que les maisons et les lieux ont une âme et une identité, et donc c'est vrai que ça a été... ce projet est né d'une rencontre aussi avec un espace qui rendait possible une vie, donc une vie privée. Et qui a eu le coup de foudre ? Vous ou votre mère ? Ça a été commun. Il y a mon demi-frère Patrick qui était là aussi. Ça a été un choix commun et collégial, familial en fait, parce que c'était quand même un projet qui a déplacé mon frère aussi, qui est venu donc vivre en partie avec nous. Ça a été 3 ans de travaux, donc ça a été quelque chose de commun, et maman qui était très attachée à Paris parce que c'est une ville qu'elle aime beaucoup, mais quelque part de se retrouver dans une ville où tu peux aller à pied prendre le pain et en même temps être entouré d'un grand parc et avoir l'eau qui ruisselle de chaque côté, et puis aussi se retrouver quelque part plus à l'intérieur d'une communauté, parce que comme on le sait tous, plus la ville est petite, plus il y a de la vie aussi d'un point de vue simple, oui. Humain. Donc du coup ça a été un choix multiple, et c'est vrai que cette maison, quand on l'a vue, on a décidé et c'est un projet donc de vie, c'est-à-dire qu'on y habite. Moi, j'habite entre là-bas et Paris, mais on y habite beaucoup. Ma mère y habite tout le temps. On a créé un restaurant. Oui, le Picardo, qui est le nom de la maison, qui donne aussi le nom à la rue, et qui est une très vieille bâtisse. Savez-vous d'où vient le nom, justement, Picardo ? Oui, alors c'est l'ancien propriétaire qui m'a transmis cette information que je n'ai pas pu vraiment vérifier. J'ai cherché, mais j'ai pas bien trouvé. En fait, la maison se trouve sur les Petits Fossés. C'est la dernière maison avec un déversoir, juste avant que les Petits Fossés aillent finir dans le loin. D'accord. Et du coup, c'est une maison qui devait avoir une importance stratégique pour le flux et les niveaux de l'eau. Et du coup, il y a eu ce monsieur Picard qui avait inventé un instrument de mesure qui n'était pas du tout fait pour l'eau. Mais on imagine que ce Picard d'eau n'était pas du tout lié forcément à quelqu'un qui venait de Picardie, mais que c'était plutôt lié à cet instrument de mesure pour mesurer la hauteur de l'eau, donc un Picard d'eau. Mais j'ai cherché beaucoup la preuve, disons, concrète de cet instrument, et je ne l'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé le Picard, mais j'ai pas trouvé le Picardo. Mais je fais quand même confiance au monsieur qui est un historien, qui était propriétaire de cette maison et qui s'était lui de son côté bien renseigné. Donc, je pense que En tout cas, c'était une vieille tannerie. Ça, on le sait. C'était une vieille tannerie qui ensuite a eu d'autres vies, évidemment. Elle a arrêté de fonctionner en tant que tannerie il y a quelques siècles, il y a un siècle et demi. Oui, savez-vous de quand datent les murs ? Alors, les murs, aujourd'hui, datent de 1886, mais la structure remaniée date d'avant, probablement du Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, donc assez ancienne, mais elle n'existe plus elle existe topographiquement, c'est la même... on est sur la même forme, oui.
mais elle a été remaniée plusieurs fois. Donc aujourd'hui, on voit une maison de 1880. Alors je reviens au fait que donc votre mère, l'actrice Claudia Cardinal, a été reconnue comme ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO pour son côté de défense des femmes justement dans les arts. Alors ça date donc des tout début des années 2000, comme vous le précisiez. Vous, à partir de quand cela a-t-il eu une importance pour vous, personnellement, au point justement de monter cette fondation Cardinal ? Parce que ça s'est pas forcément fait en 2000 immédiatement. Ah non, pas du tout. Même si quand ma mère a eu ce rôle qui lui a aussi été donné, parce que quelque part, bien avant MeToo, elle avait quand même déjà été elle avait déjà pris la parole face à une violence sexuelle. Donc elle avait sans doute été reconnue pour ça. Et puis je pense aussi que son parcours de femme qui s'est clairement émancipée d'une situation qui avait beaucoup de valeur, mais qui était aussi une situation patriarcale extrêmement fermée au début de sa carrière, avec son lien avec ce producteur qui était un peu son Pygmalion, enfin, d'un point de vue. Donc moi j'ai grandi avec cette histoire d'émancipation de ma mère, donc ça a fait partie d'un chemin de femme évidemment qui prend du temps. Et puis je pense aussi que pour ma génération en tout cas, c'est un travail qui a pris plus de temps. Moi je suis très surprise et plutôt bien surprise des générations plus jeunes que les miennes, de femmes qui ont 25 ans aujourd'hui, et de comment est-ce qu'elles arrivent beaucoup plus vite que moi en tout cas, et je pense une grande partie de ma génération à placer les limites et à avoir un espace de protection de soi qui est aujourd'hui évidemment beaucoup plus prononcé. Moi, ça a été un chemin plus long, mais un chemin quand même qui a été accompagné par ce parcours de ma mère, qui était quand même un exemple pour moi d'une femme indépendante qui a toujours travaillé pour gagner sa vie, qui a toujours été voilà, une femme indépendante à tous les endroits. Des anecdotes, des récits qu'elle vous faisait, vous étant jeune, des tournages auxquels elle participait, des scènes auxquelles elle a pu assister et qui l'ont motivée justement à s'engager fermement sur ce terrain-là ? Non, je ne crois pas. Je pense que déjà ma mère, c'est pas quelqu'un qui se raconte de cette manière-là. C'était un exemple un peu dans la vie, de quelque chose de très concret, de très tangible. C'était pas forcément dans le récit qu'elle en faisait. Après voilà, je pense que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai curaté, je sais pas si on dit comme ça, enfin j'ai dirigé un ouvrage sur ma mère qui s'appelle L'Indomptable. Donc cet ouvrage, justement, j'ai choisi de l'axer sur cette indomptabilité. Et cette indomptabilité, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, hein, mais chacun a son degré ou sa manière de pouvoir l'exprimer. Et je pense que quelque part, ma mère a toujours été quelqu'un d'assez libre. Depuis l'enfance, depuis ce qu'on raconte d'elle quand elle était enfant, née dans cette Tunisie, dans un espace très différent, et qui s'est retrouvée portée aussi par la nécessité de devoir travailler, etc. Mais que dès qu'elle a pu reprendre en main cet espace d'auto gestion, elle l'a fait. Mais je pense que voilà, chacun a ses parcours de vie. Je pense que la nécessité dans un parcours, c'est pas négligeable. Donc parfois on peut être dans la nécessité de ne pas exprimer certaines choses parce que ça nous coûterait trop cher de le faire. Dans son parcours, je pense que voilà, elle a toujours eu cette indomptabilité, cette manière d'être une femme libre, et en même temps elle a dû jouer le jeu d'autre chose, et dès qu'elle a senti qu'elle pouvait s'en défaire, elle a fait ce choix-là, elle l'a fait de manière assez forte, et voilà, pour moi aujourd'hui il n'y a pas de parcours parfait. C'est pas une question de perfection de parcours, c'est chaque parcours a ses obstacles, chaque parcours a ses fautes, enfin ses fautes, ses manquements, mais voilà, en tout cas moi j'ai quand même grandi avec une histoire familiale qui racontait un parcours de femme qui, quand même, tant bien que mal, avec des erreurs, avec des attentes, a quand même réussi au fil de sa vie d'aller de plus en plus vers elle-même. Justement, vous parlez d'indomptabilité. Comment le titre vous est-il venu ? Vous est-il venu, par exemple, aussi par les rôles qu'elle a pu jouer ? Là, je pense à 3 rôles en particulier. La fille à la valise,
Et puis évidemment, Il était une fois dans l'Ouest, où elle demeure indomptable dans ce film, c'est votre propos qui m'y fait penser à l'instant. Et puis Fitzcarraldo, où elle accompagne Klaus Kinski, qui lui est tout à fait indomptable dans tous les sens du terme. Comment s'est fait pour vous le choix de ce titre ? Franchement, ça a été un choix assez instinctif, hein, enfin, qui n'était pas forcément un choix très réfléchi. Mais justement parce que pour moi ça alliait ces deux choses, c'est-à-dire d'un côté la femme avec ses choix et certains de ses rôles, et puis quelque part en regardant sa carrière de manière plus ou moins évidemment il y a des rôles qui ne le sont pas. Là j'ai vu par exemple The Professionals qu'elle a tourné en Amérique. Bon, on peut pas parler d'indomptabilité dans ce film, mais beaucoup de ces films ont quand même été toujours de personnages qui allaient contre ou qui se sont et justement la réflexion partait de là, de cette idée que peut-être que cette indomptabilité qu'elle ne pouvait pas vivre dans ces années-là en tant que femme, les metteurs en scène qui étaient quand même des gens généralement assez perspicaces, l'ont mise à cet endroit-là parce qu'ils reconnaissaient quelque chose que peut-être qu'elle ne pouvait pas exprimer dans sa vie personnelle, mais qu'elle exprimait à travers justement ces personnages. Du coup, cette indomptabilité, pour moi, ça faisait un peu la quadratura del cerchio, elle faisait un peu ce croisement entre ces deux réalités, la réalité plus intime et la réalité justement toujours tout aussi intime, mais transposée dans les films. Alors pour vous, justement, est-ce, votre mère est-elle toujours le modèle à suivre, ou y a-t-il eu une émancipation, si je puis dire, qui passe aussi par la rédaction de ce livre ? Mais je suis pas, j'ai jamais été dans un état de modèle à suivre. Non, non, je pense que, enfin, j'ai pas la sensation d'abord, j'ai eu un père qui était extrêmement différent de ma mère, donc j'ai déjà grandi dans une sorte de dichotomie assez forte, qui a fait que quelque part, l'équilibre pour moi, il a toujours été de trouver un peu la voie du milieu entre ces deux personnes, donc j'ai pas été forcément dans ce choix d'idéalisation ni de la mère ni du père, peut-être plus du père d'ailleurs que de la mère. Mais ça, c'est un peu le parcours d'une jeune fille. Mais non, il n'y a pas d'idéalisation. Au contraire, je pense que justement, moi, mes modèles, enfin, j'ai pas. Ça a été la rencontre avec l'art, avec la peinture ancienne, avec les grands maîtres, avec la littérature, avec la poésie. C'est de ça que je me suis beaucoup nourrie. Et après, il n'y a pas de... Vous savez, quand vous avez une mère qui est un peu idolâtrée par tout le monde, la dernière chose que vous faites, c'est l'idolâtrer. C'est un peu normal, puisque vous voyez l'envers du décor. Donc forcément, il n'y a pas d'idolâtrie à cet endroit-là. Donc, Mais vous vous rejoignez sur ce terrain commun. Oui, bien sûr, on se rejoint sur ce terrain commun avec nos différences, avec nos différences d'âge, avec nos différences de perception, de perception aussi, mais bien sûr avec la volonté d'être dans une continuité, mais une continuité qui n'est pas une continuité droite, qui n'est pas une ligne droite, c'est quelque chose de plus organique. Non, et elle ne vous inflige pas des barres parallèles non. en disant tu devras faire ça. Voilà, pas du tout. Non, c'est quelque chose de très fluide. C'est très organique, c'est quelque chose qui se développe et c'est des graines qui sont semées par beaucoup de gens. C'est pas que ma mère. Ma mère, elle est porteuse de ça. Et puis la Fondazione, c'était aussi une manière de lui rendre hommage. Et que vous savez, quand on a travaillé toute une vie et qu'on a été aussi lumineuse aussi dans sa vie, et qu'arrive le temps plus fragile et plus ombragé de la vieillesse, c'était aussi une manière de faire continuer cette luminosité et de lui rendre hommage à cet endroit-là, mais alors là vraiment d'un point de vue purement filial. Est-ce qu'elle est fière de ce travail que réalise cette fondation aujourd'hui ? Oui, bien sûr, elle est très fière, elle est très heureuse et fière et surtout touchée en tant que mère de voir que quelque chose perdure et que malgré sa grande discrétion, parce qu'encore une fois, maman n'a pas du tout été quelqu'un qui prenait une place de force, donc d'autant plus elle est touchée par le fait de se dire bah tiens, quand même quelque chose est passé, ou voilà, quelque chose de transmissible, enfin une transmission a eu lieu, donc forcément pour une mère et pour une femme, enfin c'est quelque chose d'important, oui.
Comment suit-elle les projets que vous soutenez justement par cette fondation? Est-ce que vous lui soumettez les projets qui arrivent, les artistes que vous aimeriez soutenir? A-t-elle un droit de veto? Comment ça se passe? Écoutez, non, elle a très confiance en moi et en Perrine, parce que d'abord, on sort complètement de son champ. Oui. Dans le sens où la création contemporaine, c'est vraiment un univers qu'elle ne connaît pas très directement, donc pour elle, elle fait confiance justement à cette passation. Et elle découvre donc. Elle découvre, elle participe, elle collabore. On a fait une séance photo avec Marie Lausier, avec ma mère, qu'on a produit avec la Fondation, et elle collabore en fait, mais en tant qu'artiste. D'accord. En tant qu'artiste, on a fait un court métrage où elle est dans le court métrage, donc elle a été actrice dedans. Donc parfois, voilà, c'est pas forcé qu'elle participe à la création, mais souvent ça arrive qu'elle va apporter son grain de sel, sa voix, ou se prêter au jeu d'un dessin, ou voilà. Donc c'est totalement, en fait, elle est là, mais dans la création, enfin dans le travail créatif. Alors, du point de vue des artistes que vous soutenez, comment vous trouvent-ils? Ce sont eux qui viennent vous chercher, ou c'est vous qui leur proposez? Alors, de les soutenir? Pour l'instant, c'est un peu les deux. Alors, en fait, au départ, comme on est une toute jeune structure, on a eu... alors, il y a eu d'abord cette envie d'ouvrir la Fondazione par un court-métrage qui s'appelle Un cardinale donna, qui a été la rencontre avec un metteur en scène qui s'appelle Manuel Maria Perrone. Et donc là, ça a été vraiment une volonté d'ouvrir ce travail de la Fondazione par un hommage à ma mère. Donc là, pour le coup, ça a été la rencontre aussi avec l'univers de ce metteur en scène qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui a lancé l'idée d'une collaboration qui, par ailleurs, existe encore sur d'autres projets. Enfin, ça a été quelque chose... C'est un peu une famille aussi, la Fondazione. Pas une famille en tout cas un esprit de famille. Il y a beaucoup de retours, de gens qui collaborent un moment et puis après on se retrouve, où les projets évoluent, changent. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ensuite on a maintenant une collaboration très forte avec le Museo Novecento de Florence, qui est très en lien avec, étrangement, Florence et Nemours sont liés de manière assez importante, parce que la très grande famille des Médicis, qui a été la famille des grands banquiers financiers de la Renaissance, dont des fois, on n'a pas trop la mesure de leur importance tentaculaire en Europe, mais c'était quand même une famille extrêmement importante, qui avait un lien avec la couronne française très forte. Et déjà, je crois, Louis XII avait déjà voulu reconnaître l'apport et le soutien des Médicis en leur donnant le lys de France pour leur blason. Et François Ier va aller encore plus loin et va en fait marier le fils de Laurent le Magnifique, qui s'appelle Giuliano de Medici. Il va l'épouser avec Philiberte de Savoie, qui était, je crois, sa demi-sœur. Et en fait donner par ce mariage non seulement un lien avec la royauté, à cette famille qui était une famille extrêmement puissante mais pas du tout noble, et va lui donner le premier titre de noblesse, qui va être suivi par un autre titre qui arrivera plus tard aussi par un mariage. Et ce titre de noblesse, c'est le duc de Nemours, car Philiberte de Savoie était duchesse de Nemours. Et donc il y a ce lien assez improbable qui par ailleurs a des répercussions très fortes et très belles, parce que François Ier va ouvrir la Renaissance en France grâce à l'appel d'ingénieurs, d'artistes, de fontainiers même, florentins. Donc le château de Fontainebleau se crée vraiment avec Florence, avec les Médicis, et ce travail-là, il va avoir un impact qui va ouvrir l'école de Fontainebleau, qui va ouvrir la Renaissance en France. Et Michel-Ange est passé par là. Après, il y aura aussi Léonard de Vinci, appelé par François Ier, etc. Donc, ce lien entre Nemours, improbable, et Florence
et évidemment la ville de Fontainebleau qui est un peu le clou de ce lien, parce que le lien il est entre Florence et Fontainebleau, mais après avec cette sorte de touche sur le côté avec Nemours qui rentre en jeu et pour une raison assez importante, ce duché. Donc ça a donné lieu à une collaboration avec ce Museo Novecento qui a une grande collection sur le XXe siècle italien, mais qui a une énorme place pour l'art contemporain et qui, elle, fait aussi des résidences. Donc on fait des résidences croisées. Donc on a reçu des artistes et une curatrice qui est venue de Florence travailler à Nemours. Et là, je suis justement en ce moment en train d'écrire la préface avec le musée sur le catalogue de leur travail. Donc ça a été une chose c'est des artistes qui sont venus par le biais de cette collaboration. Ensuite, nous avons été contactés par des personnes qui ont entendu parler de cette résidence et qui, par exemple, qu'on va suivre, on va essayer d'accompagner dans la réalisation d'un film à notre échelle. On couvre pas la totalité aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire, mais de la production. Mais par exemple, il y a Isabelle Prime qui est une metteur en scène et par ailleurs aussi actrice, mais qui va venir bientôt faire un court-métrage aussi sur le territoire à Nemours, mais pas seulement. Et voilà, et après c'est un peu le bouche à oreille. Pour l'instant, on n'a pas encore lancé d'appel à candidature parce qu'on n'a pas encore les épaules peut-être assez solides. Donc pour l'instant, on avance pas à pas. On avance pas à pas. Et là, par exemple, il y a une très belle chose, c'est que le château de Nemours, qui est un château musée, la Fondazione va avoir accès à une des pièces qui est très belle par ailleurs, qui est l'oratoire, pour y installer sur des durées plutôt longues, des installations d'artistes contemporains. Donc des expositions. Ouais, donc des expositions et voilà, et on commence à travailler. Puis cette partie dont vous parliez sur le territoire, pour nous ça a été et c'est très important. Il y a le côté, si vous voulez, écologique, mais dans le sens où on est dans un travail de proximité, de kilomètre zéro. D'ailleurs, enfin d'essayer d'être dans des mobilités douces, ou en tout cas d'essayer de rester dans un territoire. Et puis il y a la richesse de ce territoire qui est comme chaque chose. Dès que tu commences à rentrer dans quelque chose, tu découvres des merveilles. Je veux dire, on est sur un territoire qui a de la préhistoire, énormément de traces mésolithiques, très peu connue. Donc on a une forêt extrêmement vivante qui a eu beaucoup de transformations et qui est par ailleurs la forêt qui a été défendue par les peintres de Barbizon et après par George Sand, et qui a été la première forêt à être nommée patrimoine. Donc on a une histoire déjà rien qu'en regardant à 30 kilomètres à la ronde. On a énormément d'inspiration. Il y a Mallarmé qui a vécu et peut-être même écrit un jeu de dés, Jamais n'abolira le hasard. Donc voilà, on est déjà, si vous voulez, dans ce monde d'ultra-globalisation où on pense devoir se connecter à des choses extrêmement distantes. Déjà, quand on commence à creuser un peu autour de chez soi, on se rend compte qu'on a tellement de choses à aller justement découvrir, redécouvrir, ou sur lesquelles, comme des ricochets, partir de là pour créer d'autres liens. Et pour l'instant, évidemment, la Fondation, elle veut s'ancrer donc dans ce territoire qu'elle connaît, mais qu'elle continue de découvrir. La maison des Fontainiers à Fontainebleau a été une découverte extraordinaire. Tout l'aqueduc qui est souvent caché. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait on vous sent à apprendre. Très attachée, presque amoureuse de ce territoire, ouais. de ces villes. Ouais. Et c'est également le cas de votre famille et de votre mère, donc. Bah bien sûr. Comment bien elle l'a sûr. découvert, elle Bah elle a découvert. Bah ça c'est un peu un jeu de dés. Ça a été un peu un coup de dés. Pour reprendre Mallarmé. Pour reprendre Mallarmé, mais disons que. Elle a retrouvé, vous savez, nous on a grandi dans une maison en dehors de Rome qui était semblablement un peu la même chose, c'est-à-dire une maison à la campagne mais pas très loin d'une capitale, parce qu'on était aux portes de Rome, à une demi-heure de Rome. Quelque part, ça a été un peu reconstruire cette maison familiale, reconstruire cet espace. En France, mais la France, ma mère l'a choisi. Oui. Ça a été un choix très profond pour elle. Donc voilà, pour elle, c'était juste revenir dans le jardin, quoi. C'est un peu revenir à l'Éden. Hein.
Enfin, quelque part, c'est revenir, c'est retourner dans un jardin. Qui n'a pas envie de retourner dans un jardin? Merci beaucoup. Merci.